Mon mari a juré un jour que j'étais la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Au moment où il a dit à une salle pleine de gens qu'il ne me choisirait plus jamais, la seule personne surprise était lui-même. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà détourné mon salaire. Lorsqu'il a ri et m'a appelé l'erreur sans risque, j'ai simplement reculé ma chaise et je suis sorti dans un silence total, laissant sa réputation et son parfait petit récit brûler sans moi. Je m'appelle Alexis Barnes. J'ai 34 ans et, sur le papier, ma vie est une leçon magistrale du rêve américain. Je conduis un SUV fiable avec des sièges chauffants. Je possède une maison coloniale de 4 chambres dans une banlieue tranquille du Colorado où les voisins répondent vraiment quand on les salue. Et j'occupe un poste de direction en tant que responsable des opérations chez Kestrel Alde Insight Lab. Mon travail repose sur la logique, les modèles de données et l'assurance que les systèmes complexes fonctionnent sans friction. Je suis très doué pour cela. Je peux regarder un tableur désordonné et voir exactement où se trouve la rupture. Mais pendant très longtemps, j'ai refusé d'appliquer ce même œil analytique à la personne qui dormait à mes côtés. C'était un mardi, le genre de mardi qui semble avoir été cloné à partir de 1000 autres. Le trajet du matin n'était qu'un flot gris de feux stop et de podcasts que je n'écoutais pas vraiment. Au moment où je me suis garé dans notre allée, le soleil plongeait déjà derrière les rocheuses, jetant de longues ombres violettes sur la pelouse tondue de près. Mon téléphone vibrait contre ma cuisse depuis une heure, un flux incessant de notifications Slack de mon équipe, posant des questions sur les projections trimestrielles et les migrations de serveurs. Je suis resté assise dans la voiture pendant une minute entière après avoir coupé le moteur, respirant simplement le silence du garage, me préparant à changer de rôle. À l'intérieur, la maison était parfaitement calme. Elle sentait l'encaustique au citron et le rôti à la mijoteuse que j'avais préparé à 6 heures du matin. Je me déplaçais dans les pièces comme un fantôme dans ma propre vie, retirant mon blazer, relevant le courrier et remuant la sauce. C'était le rythme de notre mariage. Je préparais la scène, et Caleb y entrait. Caleb Mercé était un faiseur de pluie chez Britoire Systems. C'est ainsi qu'on l'appelait. Il vendait des logiciels d'entreprise avec un charme éblouissant et naturel qui donnait aux clients l'impression d'être les seules personnes dans la pièce. Il était beau de cette manière nette et soignée qui suggère des coupes de cheveux coûteuses et des visites régulières à la salle de sport. Lorsque la porte d'entrée s'est enfin ouverte à 19h30, l'air dans la cuisine a changé. Il apportait avec lui une énergie frénétique et électrique, un tourbillon de charisme qui aspirait généralement tout l'oxygène de la pièce. « Salut bébé », a-t-il dit, posant son sac en cuir sur l'îlot de cuisine que je venais d'essuyer. Il a embrassé ma joue, mais ses yeux scrutaient déjà derrière moi, cherchant un verre de vin ou vérifiant son téléphone. C'était un baiser machinal, le genre qu'on donne à un parent éloigné ou à un concierge serviable. « Le dîner est prêt si tu as faim », ai-je dit, m'appuyant contre le comptoir. Comment s'est passée la réunion avec les investisseurs ? Génial, a-t-il dit en desserrant sa cravate. Un succès total. Logan et moi les avions dans la main dès la 3e diapositive. Je te le dis, Alexis, cette promotion est acquise. Le vice-président m'a littéralement fait un clin d'œil quand il a mentionné le poste de directeur régional. Il s'est versé un verre de cabernet et s'est lancé dans un monologue sur sa journée. J'écoutais, hochant la tête au bon moment, émettant les bruits de soutien appropriés. Il n'a pas posé de questions sur ma journée. Il n'a pas posé de questions sur la crise au laboratoire ou sur le fait que ma mère avait appelé avec de mauvaises nouvelles concernant son opération de la hanche. Dans le monde de Caleb, j'étais un personnage secondaire. J'étais le bruit de fond constant qui permettait à son émission de passer clairement. Il adorait m'appeler son rock. Il le disait lors des dîners et des réceptions d'entreprise. Voici Alexis, disait-il, passant un bras autour de ma taille, me serrant juste un peu trop fort. Elle est mon rock, mon système de soutien. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans elle pour entretenir le foyer. Pendant des années, je l'ai pris comme un compliment. Je pensais qu'être un rock signifiait être essentiel. Je n'ai réalisé que bien plus tard qu'un rock est aussi quelque chose sur lequel on marche pour monter plus haut. Un rock est quelque chose qui reste immobile pendant que vous avancez. Les fissures avaient commencé à apparaître lors d'une soirée de jeu que nous avions organisée 2 semaines auparavant. C'était un rassemblement de banlieue classique, 3 couples, un plateau de charcuterie qui avait coûté $80 à assembler, et trop de bouteilles de vin. Nous jouions à un jeu de cartes qui incitait les joueurs à répondre à des questions sur leur passé. Le sujet des rencontres amoureuses a été abordé. Notre ami Mike a fait une blague sur sa vingtaine sauvage, et la table a ri. Caleb a fait tourner son vin, un sourire empourpré sur le visage.
Mec, j'ai raté cette phase, a dit Caleb, sa voix assez forte pour couvrir les bavardages. Je me suis casé bien trop tôt. J'ai rencontré Alexis juste à la sortie de l'université et j'ai joué la sécurité. La pièce est devenue silencieuse pendant une fraction de seconde. La sécurité, a demandé Mike, mal à l'aise. Caleb a ri, posant une main sur mon épaule. Tu vois ce que je veux dire? Le choix sûr, le coup intelligent. Pas de drame, pas d'ex-petite amie folle qui me traque. Juste du solide. Je suppose que je me suis juste rangé avant de pouvoir m'attirer de vrais ennuis. Tout le monde a ri. C'était le contrat social. Quand l'autre fait une blague, on rit. J'ai souri aussi. J'ai rangé la blessure au même endroit où je gardais toutes les autres petites humiliations, les fois où il oubliait mon anniversaire jusqu'à midi, les fois où il interrompait mes histoires pour corriger un détail mineur, les fois où il levait les yeux au ciel quand je parlais de mes ambitions professionnelles. J'ai esquissé un sourire crispé et je me suis levé pour remplir la carafe d'eau. Plus tard dans la soirée, mon téléphone s'est éclairé avec un message de Talia Brox, ma meilleure amie depuis la 2e année d'université. Ça va? Cette blague était dure. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant au-dessus du clavier. Admettre que cela m'avait fait mal reviendrait à admettre que mon mariage n'était pas le partenariat brillant et parfait que tout le monde imaginait. Ce serait tirer un fil qui pourrait effilocher tout le pull. Il est juste stressé, ai-je répondu. La pression au travail est folle en ce moment. Il ne le pensait pas comme ça. Je lui ai menti. Je me suis menti à moi-même. Maintenant, de retour à la soirée présente, nous étions au lit. La chambre était sombre, éclairée seulement par la lueur bleue et froide du smartphone de Caleb. Il parcourait LinkedIn, vérifiant les profils des personnes qui décideraient de son sort pour la promotion. Caleb, ai-je dit doucement, fixant le ventilateur au plafond. Je me sens vraiment épuisé au labo. Mon patron pousse pour cette nouvelle intégration et nous n'avons pas le personnel pour cela. Je pensais prendre quelques jours de congé personnel le mois prochain. Caleb a grogné, son pouce faisant défiler l'écran vers le haut. Ouais, c'est dur. J'ai juste l'impression d'être à bout de souffle, ai-je continué, tournant la tête pour le regarder. Son profil se dessinait nettement contre l'oreiller. Il était juste là, à quelques centimètres, mais il me semblait être sur une autre planète. Penses-tu que nous pourrions partir un week-end? Juste nous deux. Peut-être aller au lac. Il a fini par baisser son téléphone, mais seulement pour soupirer. Bébé, tu sais que je ne peux pas prendre de congé maintenant. Pas avec le dîner de promotion qui arrive. L'image serait terrible. Je sais, mais écoute, a-t-il coupé, sa voix prenant ce ton condescendant et apaisant qu'il utilisait avec les clients difficiles. Une fois que j'aurai cette promotion, tout deviendra plus facile. J'aurai plus de flexibilité. On pourra aller à Hawaï ou quelque chose comme ça. Tiens bon encore un peu, d'accord? Tu es mon roc, tu te souviens. Il a embrassé mon front, s'est retourné, et en moins de 5 minutes, sa respiration s'est régularisée dans un sommeil profond. Je suis resté éveillé longtemps. La maison était silencieuse, bâtie sur une fondation de bon crédit et de pelouse bien entretenue. Mais alors que je regardais dans le noir, j'ai ressenti une étrange sensation de vide dans ma poitrine. Rien de dramatique ne s'était produit. Il n'y avait pas eu de cris, pas de verre brisé, mais l'air autour de mi-mariage semblait rare. On aurait dit un décor de cinéma où les bâtiments ne sont que des façades peintes tenues par des planches de bois. J'ai fermé les yeux, essayant de me forcer à dormir. Mais le mot résonnait dans mon esprit, rebondissant contre les parois de mon crâne, sans risque. Il m'avait appelé sans risque. Et allongé là, écoutant l'homme que j'avais juré d'aimer, de chérir et d'honorer, j'ai réalisé qu'être sans risque était la chose la plus dangereuse que je pouvais être. Parce que la sécurité est ennuyeuse. La sécurité est remplaçable. Et la sécurité est la première chose qu'on abandonne quand on décide qu'on veut vivre un peu. La maison sonnait toujours différemment en milieu d'après-midi. C'était une fréquence que je captais rarement, habituellement enterrée sous le bourdonnement fluorescent du bureau de Kestrel Aldé ou le vrombissement du trafic aux heures de pointe. Mais j'avais quitté la réunion client au centre-ville de Denver plus tôt, prétextant une migraine qui n'était qu'à moitié inventée, et j'étais arrivé à la maison à 15h30. Le silence dans le couloir semblait épais, suspendu dans les grains de poussière dansant dans la lumière rasante du soleil. Je m'y déplaçais silencieusement, non par suspicion, mais par habitude. J'étais une femme qui avait appris à occuper l'espace sans le déranger.
J'ai déposé mes clés dans le bol en céramique près de la porte. Le tintement était étonnamment fort et je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai décidé d'être l'épouse attentionnée. J'allais préparer un pot frais du café corsé que Caleb aimait, les grains chers que nous commandions chez un torréfacteur à Seattle, et lui en apporter une tasse. J'imaginais sa surprise, la façon dont son visage se détendrait, perdant son masque de travail pour ressembler à nouveau au mari que je pensais connaître. Je pouvais parfaitement imaginer la scène, la vapeur s'élevant du mug, son sourire reconnaissant, un moment de connexion authentique avant qu'il ne replonge dans ses tableurs. J'ai appuyé sur le bouton de la cafetière et j'ai attendu le gargouillis et le sifflement du cycle de préparation. Une fois que le mug fut chaud dans ma main, j'ai remonté le couloir vers son bureau à domicile. La porte était entr'ouverte, juste d'une fente, laissant filtrer un filet de lumière artificielle sur le parquet. En m'approchant, j'ai entendu la qualité distincte et métallique d'une voix sortant d'un haut-parleur haut de gamme. C'était Logan Price. J'ai immédiatement reconnu ce rire braillard et trop sûr de lui. Logan était le pendant de Caleb chez Brightward System, bruyant, divorcé, et perpétuellement convaincu d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Allez, mec. Tu exploses les chiffres, la voix de Logan résonnait dans le hall. Une fois que tu auras décroché le poste de directeur régional, tu seras intouchable. Tu dirigeras toute la division Ouest. Je me suis arrêté, ma main planant à quelques centimètres du cadre de la porte. Je ne voulais pas interrompre une session de stratégie. J'ai décidé d'attendre une accalmie dans la conversation. Les chiffres sont là, a dit Caleb. Sa voix était différente quand il parlait à Logan. Elle était plus grave, plus brute, dépouillée du vernis poli qu'il utilisait avec moi. Mais tu sais comment est la direction. Ils veulent le package complet. La stabilité, la maturité. Point ce que tu as à revendre, a dit Logan. Tu as la maison, la pelouse, la femme stable. Tu es l'enfant prodige de la responsabilité de banlieue. Il y eut une pause, un silence qui s'étira juste une seconde de trop. Ouais, a dit Caleb. Le mot est sorti dans un soupir, lourd et résigné. Alexis est bien. Elle est fiable. La fiabilité, c'est bon pour le portefeuille, a plaisanté Logan. Mais a-t-elle le feu sacré? Tu sais, pour le long terme, maintenant que tu passes dans la cour des grands. Ma prise s'est resserrée sur le mug en céramique. La chaleur s'infiltrait dans ma paume, passant de réconfortante à brûlante, mais je ne pouvais pas lâcher prise. Elle est bien, mais elle n'est pas exactement le genre de partenaire dont nous parlions autrefois, n'est-ce pas, a dit Caleb, et j'ai entendu le grincement de sa chaise en cuir alors qu'il s'appuyait en arrière. Si je pouvais recommencer, si je pouvais revenir 10 ans en arrière et jouer mes cartes différemment, je ne sais pas. Tu aurais poursuivi cette blonde du marketing, Harry Logan, un son vulgaire et grinçant. Celle avec les jambes. Ce n'est pas une question de jambes, Logan, a dit Caleb, sa voix tombant à un murmure conspirateur qui semblait plus fort qu'un cri dans le couloir vide. C'est une question d'énergie. Alexis est très bien. Elle est confortable. C'est le pari sans risque que j'ai fait quand j'avais 24 ans et que j'étais terrifié à l'idée d'échouer. Mais si j'avais une autre chance maintenant, je ne pense pas que je choisirais le confort. L'air a quitté mes poumons. Il n'est pas parti dans un halètement ou un sanglot. Il a simplement disparu, laissant un vide au centre de ma poitrine là où se trouvait mon cœur autrefois. Je ne pense pas que je choisirais le confort. Les mots restaient suspendus dans l'air, vibrant contre la cloison. Il les avait prononcés si nonchalamment. Il n'y avait aucune malveillance dans son ton, ce qui rendait la chose infiniment pire. C'était une simple constatation, comme un commentaire sur la météo ou le prix de l'essence. Pour lui, j'étais un vieux canapé qui avait rempli sa fonction mais qui ne correspondait plus au décor de son ascension sociale. Et, fais attention quand même, a dit Logan, bien qu'il s'amusait manifestement. Tu obtiens cette promotion, tu as le gros bonus. Soudain, tu es à nouveau un bon parti. Les hommes se modernisent. Ça arrive. J'ai attendu. Je suis resté là, figé, mes ongles s'enfonçant dans l'anse du mug, attendant que Caleb le fasse taire. J'attendais qu'il dise « Ne parle pas d'elle comme ça » ou « J'aime ma femme ». Alexis est très bien, a répété Caleb, balayant tout le concept de mon humanité d'un geste de la main que je pouvais presque entendre. De toute façon, le dîner de promotion est le mois prochain. Je l'emmènerai, bien sûr. Pour l'image. Elle passe bien en photo. Elle passe bien en photo. Je n'étais pas une personne. J'étais un accessoire.
J'étais une silhouette en carton à placer à côté de lui dans les bulletins d'information et les posts Instagram de l'entreprise pour prouver qu'il était stable, digne de confiance et morale. Je faisais partie du costume. L'ordinateur de Caleb a émis un signal sonore pour une notification de calendrier. Je dois y aller. Vérifie ses projections du 3e trimestre pour moi. C'est comme si c'était fait, chef, a dit Logan. J'ai reculé un pas, puis deux. Mes mouvements étaient mécaniques, décousus, comme un pantin actionné par un novice. Je me suis retourné et j'ai marché silencieusement vers la cuisine, posant le mug de café sur la table d'appoint près de l'entrée. Je l'ai abandonné là, un monument à la femme que j'étais il y a 5 minutes. Je suis allé dans la salle d'eau du rez-de-chaussée et j'ai verrouillé la porte. Le clic du verrou a résonné comme un coup de feu. Je me suis assise sur le bord du couvercle fermé des toilettes, mes mains posées sur mes genoux, tremblant violemment. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me fixait semblait exactement la même que ce matin, les mêmes yeux bruns, les mêmes rides légères au coin de la bouche, le même brushing raisonnable, mais elle semblait vide. J'ai cherché sur mon propre visage ce confort que Caleb méprisait tant. Était-ce parce que je ne portais pas assez de maquillage? Était-ce parce que j'écoutais plus que je ne parlais? Était-ce parce que j'avais passé 10 ans à me faire plus petite pour qu'il ait plus de place pour grandir? Je suis resté dans la salle de bain pendant 20 minutes, inspirant par le nez et expirant par la bouche, forçant mon rythme cardiaque à ralentir. Je pouvais entendre Caleb s'activer dans la cuisine maintenant. Il fredonnait. Il ouvrait le réfrigérateur. Il était heureux. Quand j'ai enfin déverrouillé la porte et que je suis sorti, je portais un masque. C'était un nouveau masque, forgé au cours de la dernière demi-heure, fragile, mais impénétrable. « Oh, salut », a dit Caleb, se détournant de la cuisinière quand je suis entré dans la cuisine. Il faisait bouillir de l'eau pour des pâtes. Je ne t'ai pas entendu arriver. Tu es rentré tôt. Migraine, ai-je dit. Ma voix sonnait platement, mais il ne l'a pas remarqué. Il ne remarquait jamais rien. Pauvre bébé, a-t-il roucoulé, s'approchant pour m'entourer de ses bras. Il m'a serré contre sa poitrine, sentant le parfum coûteux et l'ail qui lâchait. Il a embrassé le sommet de ma tête. Pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir? Je vais nous faire une carbonara. Je te verserai un grand verre de vin. Je vais m'occuper de toi. Je suis resté rigide dans ses bras, sentant la chaleur de son corps contre le mien. C'était une dissonance terrifiante. Ses mains frottaient mon dos. Sa voix était tendre. Il jouait parfaitement le rôle du mari dévoué. Si je n'étais pas resté devant cette porte, je l'aurais cru. J'aurais pensé que j'avais de la chance. Merci, ai-je dit, me dégageant doucement. C'est gentil. Tout ce que tu veux, a-t-il dit, affichant ce sourire à $1 million, celui qui charmait les investisseurs et concluait les affaires. Tu sais que je déteste quand tu ne te sens pas bien. Il s'est retourné vers la cuisinière, fredonnant à nouveau le même air. Je me suis assise à l'îlot de cuisine, observant son dos. J'ai regardé les muscles bouger sous sa chemise alors qu'il remuait les pattes. J'ai regardé l'assurance de ses épaules. Il n'en avait aucune idée. Il pensait regarder son choix sans risque, son meuble confortable, son image fiable. Il pensait jouer dans une romance, ou peut-être un drame léger sur un couple travailleur. Il ne réalisait pas que le genre venait de changer. Il a versé le vin, un pinot noir d'un rouge profond, et a fait glisser le verre sur le comptoir en marbre vers moi. À nous, a-t-il dit, levant son propre verre, ses yeux se plissant d'une affection jouée. J'ai levé mon verre, le cristal était frais et lourd. Je l'ai vraiment regardé et pour la première fois en une décennie, je ne l'ai pas vu comme l'homme que j'aimais, mais comme un homme qui m'avait déjà quitté dans son esprit. La version d'Alexis qu'il aimait n'existait pas. C'était un fruit de son imagination, un personnage construit pour le mettre en valeur. Et la vraie Alexis, celle assise en face de lui. Elle était sur le point de devenir très, très inconfortable. À nous, ai-je chuchoté, et j'ai pris une gorgée. Le vin avait un goût de fer. L'horloge numérique sur la table de nuit affichait 3h14 du matin. À côté de moi, Caleb dormait profondément, sa respiration était un courant d'air régulier et rythmé qui m'apaisait autrefois, mais qui sonnait maintenant comme le moteur au ralenti d'une voiture qui remplissait lentement le garage de monoxyde de carbone. Je ne pouvais pas rester au lit. Les draps semblaient trop chauds, le matelas trop mou, l'air trop recyclé. Je me suis glissé hors de la chambre pour aller dans le dressing que nous partagions. Il était immense,
organisé par couleur et par saison, un sanctuaire à l'ordre que j'apportais à nos vies. J'ai écarté la rangée de ces manteaux d'hiver, les mélanges de laine et les parkas imperméables qui sentaient légèrement les produits de nettoyage à sec, et je me suis accroupi dans le coin du fond. Là, coincé derrière une pile de boîtes à chaussures, se trouvait un bac en plastique que je n'avais pas ouvert depuis la semaine de notre emménagement. Je l'ai traîné dehors, le plastique grinçant doucement contre la moquette. À l'intérieur, sous une couche de vieilles déclarations d'impôts et de cartes d'anniversaire, se trouvait un journal. C'était un carnet bon marché avec une couverture en simili-cuir, le genre qu'on achète en pharmacie quand on a l'impression que sa vie est sur le point de changer et qu'on a besoin de l'immortaliser. Je me suis assise en tailleur sur le sol, la lumière du dressing jetant des ombres longues et dures sur mes jambes, et je l'ai ouvert. La reliure a craqué, c'était le bruit d'un os qui se brise. Les premières pages étaient écrites avec l'écriture bouclée et énergique d'une femme de 24 ans qui pensait avoir gagné à la loterie. J'ai lu une entrée datée de 2 mois avant notre mariage. Caleb est mon endroit le plus sûr, avais-je écrit. Quand je suis avec lui, le bruit du monde s'arrête. Je n'ai jamais à m'inquiéter d'être trop ou pas assez. Il me tient simplement. J'ai grincé des dents, reculant physiquement devant ces mots. Je voulais passer à travers le papier et secouer cette jeune femme. Je voulais lui dire que la sécurité n'est pas une forteresse, parfois, c'est juste une cage avec une très belle vue. J'avais confondu son contrôle avec de la stabilité. J'avais confondu son manque de curiosité pour mon monde intérieur avec une acceptation de celui-ci. J'ai feuilleté plus loin, sautant la période de la lune de miel, cherchant les fissures que j'avais ignorées. Elles étaient là, répertoriées à l'encre, cachées à la vue de tous. Il y avait une entrée de notre 2e anniversaire. Je me souvenais de cette nuit-là. J'avais cuisiné un repas à 3 services. Caleb était rentré avec 3 heures de retard, sentant le scotch et le cigare. Il a oublié, disait l'entrée, mais il s'en voulait tellement. Il a dit qu'il construisait notre avenir, qu'il travaillait si dur pour nous. Je me sens égoïste d'être en colère pour une date sur un calendrier alors qu'il est dehors en train de terrasser des dragons. J'ai tracé les mots de mon doigt, terrasser des dragons. Il était dans un bar avec Logan Price. Je le savais maintenant. Il ne construisait pas un avenir pour nous, il construisait un piédestal pour lui-même. J'ai tourné une autre page. Celle-ci était griffonnée de lignes désordonnées et dentelées. C'était d'une nuit, il y a 3 ans, où j'avais eu une crise de panique à cause de l'échec d'un projet au travail. J'hyperventilais sur le sol de la salle de bain, incapable de reprendre mon souffle. Caleb a ri, ai-je écrit. Il s'est assis sur la baignoire et m'a dit que je faisais une de mes petites spirales mignonnes. Il a dit que je ressemblais à un hamster effrayé. Il m'a dit d'arrêter de réfléchir autant. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je réfléchis trop à tout. Petite spirale mignonne. Il avait réduit ma détresse réelle à une manie, quelque chose qu'on tapote sur la tête et qu'on ignore. Il n'offrait pas de réconfort, il offrait de la condescendance enveloppée dans une blague, et je l'avais accepté. Je l'avais avalé et je m'étais excusé d'être difficile. Ma main tremblait alors que je tournais vers une page vers le milieu du carnet. L'encre ici était plus foncée, la pression sur le stylo plus forte. Je ne me souvenais pas avoir écrit cette entrée. Cela devait être tard dans la nuit, alimenté par une dispute que j'avais refoulée depuis longtemps. S'il dit un jour à voix haute que j'étais une erreur, disait l'entrée, nette et solitaire sur la page blanche, c'est fini. Je pars. Pas de discussion. Pas de thérapie. Juste parti. J'ai fixé la phrase. On aurait dit l'écriture d'un inconnu, et pourtant elle résonnait dans mes os comme une cloche d'église. C'était un contrat prénuptial que j'avais passé avec ma propre âme, une ligne tracée dans le sable que j'avais ensuite laissé la marée recouvrir. J'avais oublié la promesse, mais la femme qui l'avait écrite savait. Elle savait qu'il y avait une limite à l'érosion qu'une personne pouvait supporter. J'ai fermé le journal et j'ai appuyé ma tête contre le mur de vêtements. Les souvenirs ont commencé à défiler dans mon esprit, non pas comme le récit fluide d'un mariage, mais comme un diaporama décousu de micro-trahisons. Je me suis souvenu de la nuit où j'ai été promu responsable des opérations. J'avais voulu aller dans un bon restaurant pour fêter le fait que j'avais devancé 3 autres candidats. Caleb m'avait demandé d'annuler. Son patron organisait un barbecue dans son jardin et c'était un moment de réseautage crucial. Il a dit que ma promotion était géniale, mais que son réseautage était essentiel. Alors, nous sommes allés au barbecue. J'ai passé la nuit à tenir une assiette en carton de salade de pommes de terre pendant qu'il charmait le vice-président.
Nous ne sommes jamais allés fêter mon dîner. Je me suis souvenu de l'avoir entendu au téléphone avec sa mère le Noël dernier. Elle avait demandé ce que je faisais exactement chez Kestrel Aldé. « Oh, tu connais Alexis ?» avait-il dit, agitant une main en l'air même si elle ne pouvait pas le voir. Elle fait des trucs de donner des tableurs, du travail administratif. Surtout du travail administratif. Je dirigeais une équipe de 15 analystes. Je concevais l'architecture de migration de données valant des millions de dollars. Mais pour lui, et par extension pour sa famille, j'étais une secrétaire de luxe. Il ne connaissait pas mon titre parce qu'il n'avait jamais pris la peine de l'apprendre. Cela ne collait pas avec l'histoire où il était le seul pourvoyeur d'importance. Je me suis souvenu de la thérapie. Il y a 2 ans, je l'avais supplié d'aller à une thérapie de couple. Nous partions à la dérive ou plutôt, je partais à la dérive et lui s'éloignait à la voile. Il a accepté. Il a promis. Et puis pendant 4 semaines consécutives, quelque chose est survenu, une réunion client, un match de squash, un mal de tête. Il a annulé chaque séance jusqu'à ce que j'arrête de demander. Je réalise maintenant qu'il n'avait jamais eu l'intention d'y aller. La thérapie exige de la vulnérabilité, et Caleb Mercé ne faisait pas dans la vulnérabilité. Il faisait dans l'influence. Je collectionnais ces signaux d'alarme depuis une décennie. Je les avais ramassés un par un, polis, et rangés dans un classeur mental étiqueté « compromis ». Je me disais, c'est ça, le mariage. On donne un peu, on encaisse les coups, on fait de la place. Mais en regardant le bilan maintenant, dans le silence froid du dressing, le calcul ne tombait pas juste. Je les avais classés sous « compromis », mais lui les avait classés sous « permission ». Chaque fois que je restais silencieuse, chaque fois que je souriais malgré une insulte, chaque fois que je me faisais plus petite pour entrer dans sa vie, il le prenait comme la preuve qu'il pouvait en prendre davantage. Il collectionnait les avantages: une maison propre, un repas cuisiné, un second revenu, une partenaire silencieuse et appelait cela un partenariat. Je n'étais pas une partenaire. J'étais une ressource, et les ressources finissent par s'épuiser. L'horloge numérique dans la chambre est passée à 4 heures. La maison était d'un calme de mort. J'ai remis le journal dans la boîte, mais je n'ai pas fermé le couvercle. Je l'ai laissé ouvert. Je me suis levé, mes genoux craquant doucement. Je me sentais différente. Le poids écrasant du commentaire sur le confort entendu dans le couloir s'était déplacé. Ce n'était plus une pierre lourde posée sur ma poitrine, m'immobilisant, c'était devenu quelque chose de tranchant et de dur dans ma main, une arme. Pendant des années, j'étais resté éveillé à me poser la même question pathétique: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne suis-je pas assez pour lui? Je suis retourné dans la chambre et je me suis tenu au-dessus de la forme endormie de mon mari. Il avait l'air paisible. Il ressemblait à un homme qui avait tout exactement comme il le voulait. Je l'ai regardé, et la question dans ma tête a changé. Elle a pivoté sur son axe, se verrouillant dans un nouvel alignement dur comme l'acier. J'ai arrêté de me demander ce qui n'allait pas chez moi. Au lieu de cela, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il obtient exactement, que moi je n'obtiens pas? La réponse était, tout. Il obtenait une gestionnaire de vie. Il obtenait un punching ball émotionnel. Il obtenait un filet de sécurité. Il obtenait une pom-pom girl. Et qu'est-ce que j'obtenais, moi? J'obtenais de la fatigue. Je me suis recouché, mais je n'ai pas fermé les yeux. Je suis resté là à regarder le soleil commencer à laisser filtrer une lumière grise à travers les rideaux, et j'ai commencé à compter pas les moutons. J'ai commencé à compter les jours jusqu'à son dîner de promotion. J'ai commencé à compter les actifs sur nos comptes. J'ai commencé à compter les façons dont j'allais démanteler la vie qu'il pensait permanente. Mon mari avait dit qu'il ne me choisirait plus jamais. C'était très bien, parce qu'à 4h15 du matin, un mercredi d'octobre, j'ai décidé que je n'allais plus jamais le choisir non plus. La pression de l'eau dans notre salle de bain principale était excellente. C'était l'une des premières choses sur lesquelles Caleb avait insisté pour améliorer quand nous avions acheté la maison. Il aimait une douche qui ressemblait à un massage vigoureux, une remise à zéro physique avant d'enfiler son armure pour la journée. Je me suis assise au petit bureau en acajou dans le coin de notre chambre, écoutant le sifflement agressif de l'eau frappant le carrelage. Je connaissais sa routine à la seconde près. J'avais exactement 12 minutes avant qu'il ne ferme le robinet, ne saisisse une serviette et ne commence le processus élaboré du rasage. 12 minutes, c'était une vie entière si l'on savait utiliser les raccourcis. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre compte chèque joint principal.
L'écran s'est affiché avec une interface polie aux teintes bleues. Je n'ai pas regardé le solde total, ce chiffre était une mesure de vanité que Caleb aimait citer lors des dîners. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur l'onglet intitulé L'historique des transactions et j'ai filtré la vue pour les 24 derniers mois. J'ai ouvert un tableur vierge dans une fenêtre séparée. Mes doigts se déplaçaient sur le clavier avec la précision silencieuse et rapide que j'avais perfectionnée au cours d'une décennie de gestion des opérations de données. Je ne cherchais pas d'infidélité, pas encore. Je cherchais l'architecture financière de notre mariage. J'ai commencé à prendre des captures d'écran, commande plus Shift plus 4. Le son du déclencheur était sourd, mais dans ma tête, il claquait comme un fouet. J'ai capturé les virements sortants récurrents. J'ai capturé les paiements par carte de crédit. J'ai capturé les dépôts. Puis j'ai commencé à les catégoriser dans mon tableur. Colonne A, l'hypothèque. Colonne B, services publics et courses. Colonne C, l'entretien professionnel de Caleb. Pendant des années, Caleb avait cultivé un récit selon lequel il était le pourvoyeur. Il gagnait les commissions. Il rapportait les grosses prises. Mais alors que je recoupais les dates de mes dépôts directs avec les dates de retrait pour notre hypothèque et nos taxes foncières, une vérité mathématique brutale a émergé. Mon salaire, stable et sans éclat, arrivait comme une horloge toutes les 2 semaines, et ce, presque à l'heure près. Il était entièrement englouti par le remboursement de la maison, la facture d'électricité, les primes d'assurance et les courses alimentaires. Ensuite, il y avait les dépôts de Caleb. Ils étaient plus importants, certes, mais sporadiques, et les sorties d'argent y correspondaient presque parfaitement. J'ai surligné une série de transactions d'avril dernier. Un chèque de commission de 15 000 $ avait été déposé sur le compte le 4. Le 20, 14 000 $ en étaient sortis, 3 000 $ pour l'ajustement d'un costume sur mesure, 2 000 $ pour les frais d'inscription à un club de golf de réseautage, et 4 000 $ pour la compte du bail de son Audi. Le reste s'était dissipé en dîners coûteux et en verres pour la fidélisation des clients qui, d'une manière ou d'une autre, n'étaient jamais passés en note de frais. Il ne subvenait pas à nos besoins. Je subventionnais sa performance. J'étais la capitale risqueuse qui maintenait l'électricité pour que le PDG puisse voyager en jet privé. L'eau de la douche s'arrêta brusquement. Je fermai l'onglet du navigateur, réduisis le tableur et affichai une recette de salade de quinoa. Au moment où Caleb sortit de la salle de bain, une serviette enroulée bas autour de sa taille, de la vapeur s'échappant derrière lui, j'étais innocemment en train de taper une liste de courses. « Salut », dit-il en se frottant les cheveux avec une seconde serviette. « Tu as vu ma cravate bleue ? Celle en soie ? Elle est au pressing, dis-je sans lever les yeux. Je la récupérerai en rentrant tout à l'heure. Tu me sauves la vie, dit-il en passant devant moi. Je le regardais s'en aller. Il n'avait aucune idée que celle qui lui sauvait la vie était en fait une auditrice, et que l'audit venait de commencer. À 9 heures, j'entrai dans les bureaux aux parois de verre de Kestrel Alden Site Lab. Je me rendis directement au département des ressources humaines au 4e étage. La directrice des RH, une femme nommée Sarah qui portait toujours des cardigans trop grands, sourit quand je frappais. « Alexis, tout va bien ? Tu ne descends pas d'habitude, à moins que quelqu'un n'ait encore enfreint la politique de la salle des serveurs. » Je m'assis et fermai la porte. Tout va bien. J'avais juste quelques questions sur le manuel de télétravail mis à jour, spécifiquement concernant les transferts internes. Sarah hocha la tête, affichant un fichier sur son écran. Bien sûr. À quoi penses-tu ? Je regarde juste les options, dis-je d'une voix calme, dénuée de toute trace de désespoir. Hypothétiquement, si un responsable des opérations voulait se relocaliser dans l'un des bureaux affiliés, disons celui de Phoenix ou peut-être Seattle, à quoi ressemblerait le processus ? Oh, pour quelqu'un avec ton ancienneté ? Sarah fit un geste dédaigneux de la main. C'est pratiquement automatique. L'entreprise essaie de se décentraliser en ce moment. Si tu voulais déménager au centre de Seattle, il couvrirait probablement tes frais de déménagement. Nous avons désespérément besoin de cadres supérieurs là-bas pour former les nouvelles équipes de données. Et le délai ? Demandai-je. 30 jours, habituellement. Une procédure accélérée pourrait prendre 2 semaines si le besoin est urgent. Je hochai la tête, ressentant dans ma poitrine une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des années. C'était la sensation d'un pêne dormant qui glisse, d'une lumière qui s'allume dans une pièce verrouillée. J'avais pensé que j'étais piégé dans cette banlieue, dans cette maison, dans cette vie. Mais je ne l'étais pas.
Je n'étais piégé que parce que je n'avais jamais demandé la clé. C'est bon à savoir, dis-je en me levant. Juste par curiosité. Fais-moi signe si tu veux les formulaires, dit Sarah. Je garderai cela à l'esprit. À midi, je ne déjeunais pas dans la salle de pause. Je conduisis 5 kilomètres plus loin jusqu'à une petite coopérative de crédit en briques située entre un pressing et une boulangerie. C'était le genre d'endroit qui avait encore des sucettes gratuites sur le comptoir et des guichetiers qui vous appelaient ma chérie. C'était complètement hors du réseau des chaînes bancaires nationales. Caleb ne mettrait jamais les pieds dans un endroit pareil, il n'y avait pas d'application mobile au design cool sur son téléphone. Je m'assis en face d'une agente de prénommée Brenda. Je voudrais ouvrir un compte chèque, dis-je. Individuel, pas joint. Permis de conduire et justificatif de domicile, demanda Brenda. Je les lui tendis. Et combien aimeriez-vous déposer aujourd'hui? 5 cents, dis-je. Je comptais l'argent liquide sur le bureau. C'était de l'argent que j'avais retiré d'un distributeur au cours des 3 dernières semaines, 20 $ à la fois, déguisé en retrait d'espèces à l'épicerie. Et je voudrais remplir un formulaire de dépôt direct, ajoutai-je. Je veux acheminer 15% de mon salaire ici à partir du prochain cycle. Brenda tapa sur son clavier, ses longs ongles en acrylique claquant sur les touches. C'est noté. Autre chose? Pas de relevé papier, dis-je. Numérique uniquement, et pas de courrier à mon adresse personnelle. Pouvons-nous utiliser une boîte postale ou juste des notifications par email? L'email convient très bien, dit-elle. Quand je sortis de la coopérative de crédit 15 minutes plus loin, j'avais une carte de débit dans ma poche dont Caleb Mercé ignorait l'existence. C'était un mince morceau de plastique, mais il me semblait plus lourd que mon alliance. C'était la première brique d'un mur que je bâtissais entre nous. Ce soir-là, le théâtre domestique reprit. Je coupais des légumes pendant que Caleb s'appuyait contre le comptoir, sirotant une bière. Il était agité, faisant les 100 pas dans la cuisine. Alors, Gary demande un congé de paternité, disait Caleb en secouant la tête. Nous sommes à 3 semaines de la clôture du trimestre et il veut prendre 6 semaines de congé parce que sa femme a eu un enfant. Je lui ai dit, Gary, l'enfant ne va nulle part. Les clients, si. Il prit une gorgée de bière, cherchant ma validation du regard. Cela semble stressant, dis-je en gardant les yeux fixés sur les carottes que je coupais en dés. C'est juste un manque d'engagement, dit Caleb en faisant un geste avec la bouteille. Les gens ne comprennent pas. Il faut être présent. Il faut être visible. Si vous n'êtes pas dans la pièce, vous n'existez pas. J'ai dit à Logan, je suis indispensable parce que je suis toujours là. C'est pour ça que je vais avoir le poste de directeur régional, parce que je ne disparais pas. Je m'arrêtai de couper pendant une fraction de seconde. Le couteau plana au-dessus de la planche à découper. Si vous n'êtes pas dans la pièce, vous n'existez pas. Il le croyait vraiment. Il croyait que le pouvoir venait du bruit, de la présence, du fait d'aspirer l'air de l'espace. Il sous-estimait quiconque opérait dans le calme. Il pensait que le silence était de la soumission. Il n'avait aucune notion du prédateur qui se déplace sans bruit. Tu es très dévoué, dis-je doucement. Exactement, dit-il, satisfait. Il se détacha du comptoir. Je vais passer un appel avec Tokyo. Ne m'attends pas. Je finis de préparer le dîner pour une personne. Je le mangeai debout au-dessus de l'évier. Plus tard cette nuit-là, après que Caleb se fut endormi, je m'assis dans le salon, lumières éteintes. La maison faisait ses bruits de tassement, le gémissement de la charpente, le ronronnement du réfrigérateur. J'ouvris mon journal, le même journal que j'avais sorti de la boîte la nuit précédente. Je tournai vers une page fraîche et nette. Le papier était blanc et invitant. Je débouchai mon stylo. Ma main était ferme. J'écrivis une seule phrase en haut de la page. Ce n'était pas un souhait. Ce n'était pas une plainte. C'était un contrat, s'il dit un jour à voix haute qu'il ne me choisirait plus jamais, je ne l'avertirai pas 2 fois. Je fermai le livre et le posai sur la table. La préparation était terminée. Les comptes étaient cartographiés. L'itinéraire de sortie était identifié. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'il me donne raison. Le week-end arriva avec ce genre de soleil agressif qui fait habituellement culpabiliser les gens de rester à l'intérieur. Mais Caleb avait une excuse prête. Il se tenait dans l'entrée le samedi matin, ajustant la sangle de son sac de voyage,
portant le polo décontracté mais coûteux qu'il réservait au séminaire d'entreprise. C'est un séminaire stratégique hors site, me dit-il, consultant sa montre pour la 3e fois en 2 minutes. Juste l'équipe de direction. Nous nous installons au Grand Hyatt en centre-ville pour peaufiner la feuille de route du 4e trimestre. Ça va être épuisant. Téléphones éteints. Immersion totale. Je ne pourrai probablement pas t'appeler avant demain soir. Je hochai la tête, lissant un pli sur son col. Ça a l'air intense. Assure-toi de manger autre chose que des clubs sandwich d'hôtel. Je vais essayer, dit-il, se penchant pour un baiser qui atterrit quelque part près de mon oreille. Garde la maison. On se voit dimanche. Dès que la lourde porte d'entrée se referma et que son Audi quitta l'allée, j'allai dans la cuisine et ouvris mon ordinateur portable. Je n'avais pas de dispositif de traçage, et je n'avais pas de détective privé en numérotation abrégée. J'avais quelque chose de mieux, j'avais le calendrier Google partagé qu'il avait synchronisé sur mon téléphone il y a 3 ans pour que je puisse lui rappeler ses propres rendez-vous chez le dentiste. Je cliquai sur le week-end actuel. Il y avait en effet une invitation pour une session de stratégie de la direction au Grand Hyatt, mais le petit bloc coloré était gris, barré de lignes blanches. Il n'avait pas accepté l'invitation. En fait, si je passais la souris sur les détails, je pouvais voir une note de l'organisateur envoyée il y a 3 jours, « Caleb, je confirme que tu ne participes pas à celle-ci. Fais-nous savoir si tes plans changent. » Il n'était pas au Hyatt. Il n'était pas en train de peaufiner une feuille de route. Il était en train de peaufiner un alibi. Je ressentis un frisson froid et calme dans mes veines. C'était la sensation d'une théorie qui se confirme en temps réel. Je ne pleurais pas. Je préparais un pot de thé. 1 heure plus tard, la preuve numérique se livra à moi sur un plateau d'argent. Nous maintenions une adresse email partagée, mercerouz@gmail.com, que nous utilisions pour les factures de services publics, l'association des propriétaires et les documents fiscaux. C'était un fourre-tout numérique que nous ignorions tous les deux, mais j'avais activé les notifications sur mon téléphone. Un tintement résonna depuis le comptoir, réservation confirmée, table pour 2 au Nocturne. 20h ce soir. Le Nocturne n'était pas le bar de l'hôtel Hyatt. C'était un club de jazz et restaurant tamisé de l'autre côté de la ville, le genre d'endroit où les cocktails coûtent 25 $ et où les banquettes sont des cages de velours à haut dossier conçues pour les secrets. Et juste là, dans les détails de confirmation, se trouvait le nom de Caleb Mercé. Il avait rempli automatiquement la mauvaise adresse email. C'était une erreur de débutant, un glissement de pouce qui venait de me remettre l'arme du crime. Je fixai l'écran. Une version plus jeune et plus optimiste de moi l'aurait appelé sur le champ. Elle aurait hurlé, exigé une explication, ou serait allée au restaurant pour lui jeter un verre au visage. Mais je n'étais plus cette femme. Cette femme voulait sauver le mariage. Moi, je voulais en faire l'autopsie. Je continuais. J'envoyais l'email à mon compte personnel sécurisé, le faisant glisser dans un dossier que j'avais simplement nommé pour plus tard. Puis je supprimais la confirmation de la boîte de réception partagée et vidais la corbeille. S'il vérifiait, elle aurait disparu. Pour lui, l'erreur n'avait jamais eu lieu. Pour moi, c'était la pièce à conviction B. Il rentra le dimanche soir sentant le savon trop cher et la culpabilité, bien qu'il masque cela par l'épuisement. Il se plaignit des sessions éreintantes et des exercices interminables sur tableau blanc. J'écoutais, hochant la tête avec sympathie, lui tendant une bouteille d'eau tout en recoupant mentalement ses mensonges avec le menu du dîner que j'avais consulté en ligne. 2 jours plus tard, un mardi, la dernière pièce du puzzle se mit en place. Caleb était dans le garage, cherchant ses chaussures de golf. Il avait laissé son téléphone sur l'îlot de la cuisine, face vers le haut, déverrouillé. Il était arrogant comme ça, il supposait que j'étais trop absente ou trop confiante pour regarder. L'écran s'alluma. Une seule bulle de message texte apparut en haut. Le nom du contact était enregistré sous Siena Stratégie. J'ai failli rire. C'était tellement transparent que c'en était insultant. Il l'avait étiqueté comme un dossier de travail, essayant de cacher une femme en chair et en os dans un dossier d'entreprise. Le message disait « Je pense encore à ce que tu as dit. Je ne te pousserai pas. Dis-moi juste quand tu seras vraiment libre. » Je ne fis pas défiler. Je n'ouvris pas la conversation pour lire les détails scabreux ou les « je t'aime » que je savais y être enfouis. Je n'avais pas besoin de me blesser, j'avais besoin de sécuriser mes actifs. Je pris mon propre téléphone et pris une seule photo haute résolution de l'écran,
capturant le nom de l'expéditeur, le contenu du message et l'horodatage. Une preuve solide. Recevable. Incontestable. Je remis mon téléphone dans ma poche et j'étais en train de laver une assiette au moment où Caleb revint, ses chaussures à la main. Trouvé, dit-il, saisissant son téléphone. Et, je vais sauter sous la douche. Vas-y, dis-je. Je vais finir de ranger ici. Le lendemain matin, je rencontrai Talia dans un café 3 villes plus loin. C'était un endroit aux tables collantes et aux machines à expresso bruyantes, loin du circuit de banlieue où nous risquions de croiser des voisins. Je fis glisser mon téléphone sur la table, lui montrant la photo du texte et la réservation transférée. Talia regarda les images, son visage se durcissant en un masque de pure fureur. Elle n'eut pas de mouvement de surprise. Elle me regarda simplement, ses yeux sombres et concentrés. Sienna, dit-elle, testant le nom comme s'il s'agissait d'un fruit gâté. Est-ce qu'on sait qui elle est? Je l'ai cherchée sur LinkedIn, dis-je en sirotant mon café noir. Sienna Ward. Elle est directrice marketing dans une firme partenaire. Elle a 26 ans. Elle publie beaucoup de citations inspirantes sur le fait de saisir l'instant présent. Bien sûr qu'elle le fait, dit Talia d'un ton sec. Elle me repoussa le téléphone. Donc, il trompe. Nous le savions. Mais ce texte dis-moi quand tu seras vraiment libre, on dirait qu'il fait des promesses. Alexis, c'est ça le truc, dis-je en me penchant, gardant la voix basse. Je ne pense pas qu'il s'agisse juste d'une aventure. Je pense qu'il me prépare le terrain. Il met en place un récit où je suis le problème. Il ne peut pas simplement me quitter pour elle, parce que cela ferait de lui le méchant. Il a besoin d'être la victime. Il a besoin d'être le gars qui a tant essayé de faire marcher les choses avec sa femme ennuyeuse et étouffante, mais qui a fini par devoir suivre son cœur. Il veut être le héros de son propre divorce, réalisa Talia, sa prise se serrant sur sa tasse. Exactement, dis-je. Il attend que je craque, ou il attend de sécuriser sa promotion pour pouvoir payer la pension alimentaire. Dans les deux cas, je suis l'obstacle qu'il doit surmonter pour atteindre sa fin heureuse. Talia tendit le bras par-dessus la table et me serra la main. Sa prise était de fer. D'accord. S'il veut une histoire, donnons-lui en une. Mais la fin ne va pas lui plaire. Je ne veux pas le détruire, Talia, dis-je calmement. Je veux juste m'assurer que lorsqu'il brûlera la maison, je ne serai pas à l'intérieur. Cette nuit-là, la réalité de ma théorie fut confirmée avec une précision glaçante. Il était tard, 23 heures. J'avais dit à Caleb que j'allais prendre un long bain et écouter un livre audio. Je fis couler l'eau, fermer la porte, puis fermer le robinet, m'asseyant silencieusement sur le tapis de bain. La chambre principale était juste à côté. À travers le mur, j'entendis le murmure sourd de la voix de Caleb. Il était au téléphone. Je sais, disait-il. Sa voix était feutrée, intime, le ton qu'il utilisait avec moi quand nous sortions ensemble. Mais tu dois être patiente. C'est compliqué. Une pause. C'est pratiquement fini. Quoi qu'il en soit, dit-il, les mots me frappant comme des coups physiques, précis et ciblés, nous ne sommes que des colocataires à ce stade. Je reste seulement jusqu'à ce que les choses se stabilisent avec la transition au travail. Je ne peux pas avoir une vie personnelle désordonnée juste au moment où je reprends la région. Le conseil d'administration déteste l'instabilité. Je restais assise sur le carrelage froid, fixant les robinets chromés. Pratiquement fini. Juste colocataire. Il réécrivait notre histoire en temps réel. Il disait à cette femme et par extension, il se disait à lui-même que notre mariage était déjà un cadavre et qu'il attendait juste le moment poli pour l'enterrer. Il effaçait 10 ans de soutien, 10 ans de ma vie, et les réduisait à un inconvénient logistique. Je le promets, dit-il, sa voix tombant dans un murmure. Une fois que le dîner sera passé et que les actions seront acquises, je ferai le nécessaire. Je dois juste trouver comment lui dire. Elle va être dévastée. Elle compte sur moi pour tout. Je me levai lentement. Je regardais mon reflet dans le miroir de la coiffeuse. Je n'avais pas l'air dévasté. Je ressemblais à une femme qui venait de recevoir les codes de lancement finaux d'un missile. Elle compte sur moi pour tout. J'ai failli rire à haute voix. Il pensait que j'étais la dépendante. Il pensait que j'étais l'ancre qui l'entraînait vers le bas. Il n'avait aucune idée que j'étais la seule chose qui maintenait son navire à flot, et que j'avais déjà coupé la corde. Je rouvris l'eau du bain,
bruyante et impétueuse, et le laisser penser que je trempais dans des bulles chaudes, inconsciente et en sécurité. Qu'il pense qu'il était le maître stratège. Qu'il pense qu'il écrivait le scénario. Il allait bientôt découvrir qu'il n'était qu'un personnage dans une histoire que j'étais en train de terminer pour lui. Le bâtiment était un cube de verre quelconque dans un parc d'activités du sud de la ville, assez loin de notre banlieue pour que je n'ai pas à craindre de croiser les copains de gym de Caleb ou les femmes de son club de tennis. J'avais réservé la consultation en utilisant mon email professionnel, communiquant uniquement pendant les heures de bureau, et j'avais retiré les frais de consultation en espèces lors de 3 visites distinctes à l'épicerie. J'entrai dans le bureau de Marlène Ortiz, avocate, portant un sac en toile qui semblait contenir des vêtements de sport mais qui contenait en réalité l'autopsie de mon mariage. Marlène était une femme tranchante d'une 50aine d'années aux cheveux striés d'argent et aux lunettes suspendues à une chaîne autour du cou. Elle ne m'offrit ni thé ni sympathie. Elle m'offrit une poignée de main ferme et un siège à une lourde table en chêne qui ressemblait à une forteresse. « Alexis », dit-elle en ouvrant un nouveau bloc-notes juridique. « J'ai examiné le formulaire d'admission préliminaire que vous m'avez envoyé. Vous cherchez à dissoudre un mariage de 10 ans. Pas d'enfants, des actifs importants en jeu. C'est bien cela ? C'est exact, dis-je. Ma voix était ferme. Cela m'étonna de voir à quel point il était facile de prononcer ces mots lorsqu'ils étaient dépouillés d'émotions et réduits à des faits. Et vous avez mentionné un problème potentiel de calendrier concernant l'emploi de votre mari. Il est sur le point d'être nommé directeur de la croissance régionale chez Brightward Systems, expliquai-je. L'annonce est prévue dans 3 semaines. Cette promotion s'accompagne d'une augmentation de salaire significative et, plus important encore, d'une attribution substantielle d'actions qui deviennent acquises dès sa signature. Marlène hocha la tête, griffonnant une note. Et vous voulez savoir si vous devez déposer la demande maintenant ou plus tard. Je veux savoir ce qui me laisse dans la position la plus forte, dis-je. Marlène se renversa dans son fauteuil, tapotant son stylo contre son menton. Le Colorado est un État à distribution équitable. Cela ne signifie pas toujours 50-50e, mais cela signifie juste. Si vous déposez la demande avant que ces actions ne soient acquises, il pourrait faire valoir qu'il s'agit de revenus futurs et donc qu'ils ne font pas partie des biens matrimoniaux. Si vous attendez le lendemain de la signature de ce contrat, ces actifs entrent dans le pot commun du mariage. Vous avez droit à une part de ceux-ci. Elle me regarda par-dessus le bord de ses lunettes. La différence pourrait être substantielle. Elle l'est, dis-je. J'ai estimé la valeur sur la base de ses bonus précédents. On parle d'un montant à 6 chiffres. Alors nous attendons, dit Marlène de façon décisive. Nous le laissons obtenir la promotion. Nous le laissons signer les papiers. Nous laissons les actifs devenir acquis. Et ensuite, nous déposons la demande. Je plongeai la main dans mon sac et sortis le dossier en craft. Je le fis glisser sur le bureau. J'ai également documenté les finances. J'ai un tableur de nos dépenses par rapport à nos revenus pour les 5 dernières années. J'ai la preuve que mon salaire a couvert 80% de nos frais de subsistance de base alors que son revenu allait à des dépenses personnelles discrétionnaires. J'ai aussi des preuves d'infidélité. Marlène ouvrit le dossier. Elle parcourut les tableurs, les captures d'écran des virements bancaires, la photo du texte de Siena et la réservation de restaurant transférée. Elle s'arrêta à la page où j'avais transcrit l'appel téléphonique surpris depuis la salle de bain. Elle haussa un sourcil, un éclair de respect professionnel traversant son visage. Vous avez été occupé. J'aime être préparé. C'est bien, dit Marlène en tapotant le tableur. Cet argument sur les frais de subsistance est solide. Cela montre que vous avez soutenu le ménage pendant qu'il se constituait un patrimoine professionnel. Cela justifie une demande de prestation compensatoire ou une part plus importante de la division des biens. Quant à l'infidélité, c'est un état sans faute, donc l'affaire elle-même n'a pas beaucoup d'importance juridique pour le jugement de divorce, mais elle compte pour l'influence. Elle établit le caractère. Et s'il a dépensé des fonds matrimoniaux pour ses dîners, hôtels ou cadeaux, nous pouvons récupérer cet argent. C'est ce qu'on appelle la dissipation d'actifs. Elle me regarda sérieusement. Cependant, nous devons faire attention à la manière dont vous partez. Si vous faites simplement vos bagages et disparaissez, il pourrait essayer de faire valoir un abandon pour obtenir un avantage sur la maison. Il dit déjà aux gens que le mariage est fini, dis-je. Je l'ai entendu dire à sa maîtresse qu'il reste seulement jusqu'à ce que les choses se stabilisent au travail. Il nous a appelés colocataires. Marlène sourit une expression serrée, prédatrice.
Parfait. S'il a déclaré à un tiers que le mariage est irrémédiablement brisé, il ne peut pas faire volte-face et prétendre que vous l'avez pris au dépourvu ou que vous avez abandonné une relation fonctionnelle. Ses propres mots vous exonèrent. Nous utiliserons cela. Nous passâmes l'heure suivante à planifier la logistique. C'était comme planifier une extraction militaire. Je resterai dans la maison jusqu'au dîner de promotion. Je jouerai le rôle de l'épouse dévouée. Je le laisserai me pavaner. Et au moment où l'attribution d'actions arriverait dans notre portefeuille, Marlène déposerait la requête. Vous allez devoir être une actrice pendant les prochaines semaines, m'avertit Marlène alors que je me levais pour partir. Pouvez-vous faire cela? Pouvez-vous dormir à côté de lui sans dire un mot? Je le fais depuis 10 ans, dis-je. Quelques semaines de plus, ce n'est rien. Quitter le bureau de Marlène fut comme retirer un manteau lourd. J'avais un plan. J'avais une équipe. Mais la bataille juridique n'était que la moitié du plateau, l'autre moitié était la guerre à l'intérieur de ma propre tête. 2 jours plus tard, je m'assis dans un fauteuil beaucoup plus moelleux dans le bureau de la docteure Evelyn Chen, une thérapeute recommandée par une collègue. La pièce sentait la lavande et les vieux livres. Je ne suis pas ici pour sauver mon mariage, lui dis-je d'emblée. Mon mariage est mort. Je suis ici pour comprendre pourquoi je suis resté aux funérailles si longtemps. La docteure Chen hocha la tête. C'était une femme calme aux yeux bienveillants qui ne vous laissait pas vous mentir à vous-même. Parle-moi du début. Que représentait Caleb pour toi? Il était imposant, dis-je, cherchant le mot juste. Il était bruyant et confiant, et il m'a choisi. J'étais la fille tranquille au fond de la classe. Il était la star. Je me sentais chanceuse. J'avais l'impression d'avoir gagné un prix. Et si tu perds le prix, demanda doucement la docteure Chen. Qu'est-ce que cela fait de toi? Je regardais mes mains. Cela fait de moi rien. Cela fait de moi la fille qui n'était pas assez bien pour le garder. Ou, répliqua la docteure Chen, cela fait de toi la femme qui a enfin réalisé que le prix était un accessoire. Tu as passé une décennie à auditer ton propre comportement, Alexis. Tu t'es constamment demandé suis-je assez? Je veux que tu essaies de poser une question différente. Je veux que tu demandes, est-ce que j'apprécie seulement cet homme? C'était une question saisissante. Est-ce que je l'appréciais? Je l'aimais, certes ou l'idée que je me faisais de lui, mais est-ce que j'aimais sa façon d'interrompre les gens? Est-ce que j'aimais son besoin de compliments constants? Est-ce que j'aimais la façon dont il traitait le personnel de service? Non, chuchotai-je. Je ne pense pas. Alors ce processus n'est pas à propos de le perdre, dit-elle. Il s'agit de trouver la personne que tu étais avant de décider que ta valeur dépendait de son approbation. Nous avons parlé du concept du choix sûr. Nous avons parlé de la façon dont Caleb utilisait ce terme pour me rabaisser, pour se sentir lui-même dangereux et excitant. Mais la docteure Chen l'a recadré. La sécurité n'est pas une faiblesse, Alexis. La sécurité est une structure. C'est le sol sur lequel on construit. Il pense qu'il passe à l'excitation, mais il saute juste d'une falaise sans parachute. Tu es le parachute, et tu es sur le point de te détacher. Je quittai la séance de thérapie à vif mais l'esprit clair. Pour la première fois, je ne regardais pas mon reflet à travers les yeux de Caleb. Je me voyais moi-même. J'étais une responsable des opérations seniors. J'étais propriétaire. J'étais une amie fidèle. J'étais une femme qui avait fait tourner un foyer tout en étant affamée émotionnellement. Et je ne m'étais pas effondré. Je sortis sur le parking. C'était un mardi après-midi ordinaire et ensoleillé. Des voitures passaient. Des gens achetaient des provisions. Le monde continuait, indifférent à ma catastrophe personnelle. Je déverrouillai ma voiture et m'assis sur le siège conducteur, agrippant le volant. Je pensais au dîner de promotion qui approchait. Je pensais à l'expression sur le visage de Caleb quand il réaliserait que j'étais parti. Pendant des semaines, je m'étais dit que c'était une vengeance. Je voulais qu'il souffre. Je voulais que sa réputation saigne. Mais en regardant une jeune mère charger ses courses dans une voiture dans l'allée d'en face, je réalisais quelque chose. La vengeance n'était qu'un effet secondaire. La vraie victoire n'était pas de ruiner Caleb Mercé, il était capable de se ruiner tout seul. Il n'avait pas besoin de mon aide. La vraie victoire était que je n'allais plus jamais, au grand jamais, devoir m'asseoir dans un couloir et attendre que quelqu'un décide si je valais la peine d'être choisi. Je démarrai le moteur.
J'avais un compte bancaire qu'il ne connaissait pas. J'avais une avocate qui aiguisait ses couteaux. J'avais une demande de transfert en attente au travail. Je ne quittais pas seulement un mariage, j'étais promu. Je devenais enfin la PDG de ma propre vie. Et mon premier décret exécutif était de licencier le passif qui dormait dans mon lit. 3 semaines plus tard, le bouchon d'une bouteille de champagne frappa le plafond de notre cuisine avec une violence qui me fit tressaillir, bien que je parvinsse à le déguiser en un sursaut de célébration. Caleb versait déjà le liquide mousseux dans 2 flûtes, en renversant un peu sur le comptoir en granit dans sa hâte. Il ne l'essuya pas. Les gagnants, apparemment, ne s'inquiétaient pas des comptoirs collants. Directeur de la croissance régionale, cria-t-il, levant son verre bien haut. Son visage était rouge de l'ivresse spécifique de la validation. Je te l'avais dit, bébé. Je t'avais dit que je décrocherais ça. Ils l'ont admis pendant la réunion. Ils ont dit que la division Ouest serait perdue sans moi. Ils m'ont pratiquement supplié d'accepter le package. J'acceptai le verre qu'il me fourra dans la main. Félicitations, Caleb. Tu as travaillé dur pour ça. C'est vrai, acquiesça-t-il en buvant longuement. Et nous allons fêter ça dignement. L'entreprise organise un dîner vendredi. Pas juste un dîner d'équipe le grand jeu. Les clients, le vice-président, les membres du conseil d'administration au jardin. Et tu dois être là. Il me regarda alors, me regarda vraiment, évaluant mon potentiel à refléter la lumière. Porte quelque chose de classique, ordonna-t-il, ne demandant pas, mais dirigeant. Nous devons projeter de la stabilité. Tout le monde sait que je suis le jeune loup. Donc, j'ai besoin que tu ancres l'image. Tu sais, la fondation solide. Je comprends, dis-je, prenant une petite gorgée symbolique de champagne. Je ferai en sorte d'être à la hauteur du rôle. C'est ma femme, dit-il, et il se tourna de nouveau vers son téléphone pour envoyer la bonne nouvelle à Logan. Le lendemain matin, depuis l'intimité de ma voiture sur le parking de Kestrel Aldé, j'appelai Marlène. La promotion est officielle, dis-je. Le dîner est vendredi à 19h. Bien. La voix de Marlène était nette et rassurante. Le calendrier d'acquisition des actions est dans le projet de lettre d'offre que vous avez trouvé. Il se déclenche à minuit vendredi. Cela signifie qu'à partir de samedi matin, ces actifs sont des biens matrimoniaux. Nous avons donc le feu vert pour lancer l'opération. La requête est rédigée et posée sur mon bureau, confirma Marlène. Je la déposerai par voie électronique samedi matin dès la 1re heure. Nous avons organisé une signification par huissier pour lundi. Ils lui remettront l'acte au bureau de Brightward juste avant le déjeuner. C'est public mais professionnel, il ne pourra pas y échapper. Et l'email envoyez-le à son département des RH à 9h lundi matin, conseilla Marlène. Objet, changement des coordonnées en cas d'urgence. Soyez brève. Indiquez qu'en raison d'une séparation imminente, vous ne devez plus être listé comme contact principal. Cela établit une chronologie et garantit que l'entreprise connaît la situation avant qu'il ne puisse inventer une histoire. C'est noté, dis-je. Mon pouls était régulier. C'était le calme étrange et suspendu d'un parachutiste qui a vérifié chaque sangle de son équipement et qui attend simplement le signal vert. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé la déclaration que j'allais diffuser à mon propre cercle. Je ne voulais pas écrire un manifeste. Je ne voulais pas laver mon linge sale en public. Je voulais juste anticiper le gaslighting auprès de mes amis et de ma famille. J'ai tapé, je vous écris pour vous informer que Caleb et moi nous séparons. Ce n'est pas une décision soudaine, mais le résultat d'une longue période de réflexion. Il n'y a pas de crise, pas de dépression, juste la réalisation que je ne peux plus participer à un mariage où je ne suis pas un partenaire. Je suis en sécurité. Je suis en bonne santé. Et j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Merci pour votre soutien. Je l'ai enregistré dans mes brouillons. C'était factuel. C'était digne. C'était la vérité ou du moins la part de vérité que le monde méritait. Mercredi, Talia a garé sa camionnette au coin de la rue. Nous avons utilisé le prétexte de préparer l'appartement d'une amie pour Airbnb pour expliquer pourquoi je sortais des cartons de la maison. Caleb, qui remarquait à peine quand je me faisais couper les cheveux, et encore moins quand les objets domestiques changeaient de place, a cru au mensonge sans sourciller. Je lui prête juste un peu de décoration, lui ai-je dit en passant devant son bureau avec un carton. Peu importe, a-t-il marmonné, les yeux rivés sur ses moniteurs.
ne donne rien de cher, c'est tout. Je ne donnais rien, j'extrayais ma vie. Talia et moi avons conduit jusqu'à la sous-location que j'avais trouvé un petit studio lumineux dans un quartier d'entrepôt converti à 15 minutes de là. Ce n'était pas un palais de banlieue. Il y avait des briques apparentes et un radiateur qui faisait du bruit. Mais quand je suis entré, l'air avait un goût de propre. Nous avons déballé l'essentiel, mes vêtements, mon passeport, l'acte de naissance que j'avais récupéré dans le coffre-fort, et la boîte du placard, le journal, les photos de moi avant lui, la preuve tangible de ma propre histoire. Tu as tout, a demandé Talia, en regardant autour de la petite pièce. J'ai tout ce qui compte, ai-je dit. J'ai quitté le studio et je suis retourné à la maison, garant le SUV dans le garage à côté de son Audi. Je suis retourné dans le mariage pour 2 jours de plus. Jeudi était irréel. Caleb était dans un état que je ne pourrais décrire que comme une bienveillance maniaque. Il était grisé par son propre succès, et sa générosité débordait sur moi comme un surplus d'eau. Je t'ai pris un rendez-vous au salon en ville, m'a-t-il dit au petit déjeuner. Avec ce coiffeur que tu aimes, Pierre. Je lui ai dit de te faire la totale brushing, soin, tout ce qu'il te faut. Je veux que tu sois éblouissante pour ma grande soirée. C'est très attentionné, ai-je dit. Eh bien, tu es mon porte-bonheur, a-t-il dit en faisant un clin d'œil. Je ne peux pas avoir un porte-bonheur qui a l'air fatigué. Porte-bonheur? Les mots m'écorchaient la peau. Il ne me voyait pas comme une personne. Il me voyait comme une patte de lapin, un objet à frotter pour porter chance, puis à jeter dans un tiroir quand la chance tournait. Je suis allé au rendez-vous. J'ai laissé Pierre me laver les cheveux et me masser le cuir chevelu. Je l'ai laissé les coiffer en ondulations lisses et brillantes. Je lui ai laissé un pourboire de 40% en espèces. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme qui avait l'air soignée, chère et complètement impénétrable. Vendredi soir, l'atmosphère dans la maison était électrique de tension, bien qu'un seul d'entre nous en connaisse la raison. Caleb faisait les 100 pas dans le salon dans un nouveau costume bleu marine à $3000, vérifiant ses boutons de manchette et répétant ses anecdotes. D'accord, le plan est simple, a-t-il dit, me parlant comme si j'étais une associée junior. Nous arrivons à 19h10, un retard élégant, mais pas impoli. Nous circulons pendant le cocktail. Tu restes avec les épouses. Garde la conversation légère. Si quelqu'un pose des questions sur nos projets d'été, dis-leur que nous regardons du côté de l'Italie. Ça fait bien. L'Italie, ai-je répété. Compris. Et quand je ferai le discours, a-t-il ajouté, s'arrêtant pour vérifier ses dents dans le miroir du couloir, regarde-moi, c'est tout. Tu sais, le regard admiratif. Le patron adore ça. Il aime l'image d'une cellule familiale solide. Je te regarderai droit dans les yeux, Caleb. Je te promets que je ne détournerai pas le regard. Je suis monté m'habiller. J'avais choisi une robe noire. Ce n'était pas la tenue voyante et pailletée qu'il m'avait suggéré d'acheter. C'était un fourreau de soie qui m'arrivait aux genoux simples, élégant et sévère. Elle avait des manches longues et un col haut. Ce n'était pas une robe pour une femme trophée, c'était une robe pour une veuve, ou peut-être un bourreau. J'ai mis mes boucles d'oreilles en perles. J'ai appliqué une couche de rouge à lèvres rouge foncé. J'ai préparé ma pochette, rouge à lèvres, permis de conduire, ma carte de crédit personnel et l'enveloppe. L'enveloppe était mince et blanche. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Ce n'était pas la demande de divorce complète, c'était pour l'huissier lundi. C'était une copie de la page de garde rédigée par Marlène, tamponnée avec l'intention de déposer. C'était une notification de courtoisie, un avis de démission. Je suis descendu. Caleb attendait en bas, regardant sa montre. Il a levé les yeux, et pendant une seconde, son expression a vacillé. Il s'attendait à la belle et douce épouse en ton pastel ou floraux. À la place, il a vu un pilier de soie noire. Tu as l'air intense, a-t-il dit, en fronçant légèrement les sourcils. Je pensais que tu porterais la bleue. J'ai estimé que c'était plus approprié pour l'occasion, ai-je dit. Eh bien, c'est correct, a-t-il dit, en vérifiant à nouveau son téléphone. Tu présentes bien. Allons-y. La voiture attend. Je suis sorti sans regarder en arrière. Je n'ai pas vérifié si les lumières étaient éteintes. Je n'ai pas vérifié si la cuisinière était froide. Je m'en fichais. J'avais mon sac de départ caché sous une couverture dans le coffre de ma voiture, que j'avais garé dans la rue plus tôt dans la journée pour ne pas avoir à retourner au garage.
Nous avons pris un Uber jusqu'au restaurant. Caleb a passé tout le trajet de 20 minutes à envoyer des SMS à Sienna. Je le savais parce que je pouvais voir le reflet de son écran dans la vitre. Il tapait, c'est l'heure. Souhaite-moi bonne chance. Je suis resté assise en silence, regardant les lumières de la ville défiler. Mon cœur ne s'emballait pas. Mes mains ne tremblaient pas. Je ressentais un sentiment de finalité profond et lourd. Ce soir, il allait dire au monde qu'il était une réussite. Et ce soir, j'allais montrer au monde que son succès était bâti sur des fondations qui venaient de s'en aller. La voiture s'est garée devant le trottoir du jardin. Le valet a ouvert la porte. L'air sentait le parfum cher et les gaz d'échappement. Prête, a demandé Caleb, en me tendant son bras. C'était un geste de propriété, pas d'affection. J'ai regardé son bras. J'ai regardé son visage beau et vide. Prête, ai-je dit, et j'ai pris son bras pour la toute dernière fois. L'email de Sarah des ressources humaines était arrivé à 14h15, vibrant contre ma paume comme une poignée de main secrète. Il était bref, professionnel, et c'était la plus belle chose que j'ai jamais lue. Mon transfert au bureau de Seattle était entièrement approuvé, avec effet immédiat. Le logement d'entreprise m'avait réservé un appartement d'une chambre dans le quartier de Queen Anne pour 30 jours, le temps que je trouve quelque chose de permanent. J'avais une date de début. J'avais un budget de relocalisation. J'avais une vie qui m'attendait et qui n'avait absolument rien à voir avec Caleb Mercé. J'ai fermé l'email et j'ai posé le téléphone sur la coiffeuse. J'étais calme. C'était le calme terrifiant et glacial d'un chirurgien s'approchant de la table d'opération. Caleb était dans la chambre, faisant les 100 pas. Je pouvais entendre le bruit lourd de ses pas sur le tapis. La porte était entr'ouverte, et sa voix me parvenait, amplifiée par le haut-parleur qu'il utilisait toujours parce qu'il aimait entendre sa propre voix remplir une pièce. Je te dis que c'est fait, disait-il. Le ton était intime, dépouillé de la bravade qu'il utilisait avec son patron, mais sans la chaleur qu'il feignait autrefois avec moi. Après ce soir, tout change. Les actions sont acquises, le titre est officiel. Je ne peux pas rester coincé là-dedans pour toujours. Sienna, j'ai besoin d'air. Je me suis figé, la main suspendue au-dessus de ma boîte à bijoux. Il n'utilisait plus de nom de code. Sienna Ward n'était plus là, stratégie. Elle était réelle, et elle était sur haut-parleur dans le sanctuaire de notre chambre. Mais qu'en est-il d'elle? La voix de Sienna était minuscule, empreinte d'un tremblement nerveux. Est-ce qu'elle soupçonne quelque chose, Caleb? Si elle fait une scène. Caleb a ri. C'était un son sombre et méprisant qui m'a retourné l'estomac. Alexis? Non. Mon Dieu, non. Elle ne partirait jamais. Elle est trop loyale. Elle est reconnaissante que je daigne seulement la regarder. Si je devais choisir à nouveau, je ne choisirais jamais quelqu'un qui s'accroche autant. C'est étouffant. Le monde a semblé s'arrêter de tourner pendant une fraction de seconde. Si je devais choisir à nouveau. La phrase s'est emboîtée avec l'entrée de journal que j'avais écrite il y a des années, l'encre maintenant sèche et attendant dans une boîte à l'autre bout de la ville, s'il dit un jour à voix haute qu'il ne me choisirait plus, je ne l'avertirai pas 2 fois. Il l'avait dit. Il l'avait dit à sa maîtresse alors que je me tenais à 3 mètres de là, m'apprêtant à célébrer son succès. Il appelait ma loyauté de l'étouffement. Il appelait mon engagement de l'agrippement. Je n'ai pas fait irruption dans la pièce. Je n'ai pas crié. J'ai simplement ramassé mes boucles d'oreilles en perles et je les ai attachées, observant mes propres yeux dans le miroir. Ils étaient secs. Le chagrin que je portais depuis des semaines s'est évaporé, remplacé par une certitude froide et dure. Je n'étais plus une épouse. J'étais le témoin de la fin d'une époque. Le trajet en voiture vers le jardin était une étude en dissonance. Caleb vibrait d'énergie, vérifiant son reflet dans la vitre sombre, répétant ses premières phrases pour le vice-président. Donc, je vais commencer par les stades de croissance trimestrielle, a-t-il marmonné, ajustant son poignet. Puis pivoter vers la vision pour la région ouest. Rester au niveau stratégique. Visionnaire. Tu penses que la cravate bleue était le bon choix? J'aurais peut-être dû opter pour la cravate de pouvoir rouge. La bleue est très bien, ai-je dit. Ma voix était stable, monotone. Je regardais la ville défiler derrière la vitre. Les lampadaires s'étiraient en longues traînées d'un rouge doré. J'ai mémorisé l'aspect de la silhouette de la ville. C'était la dernière fois que je la verrais en tant que femme mariée.
Tu es silencieuse ce soir, a remarqué Caleb, jetant un coup d'œil fugace vers moi avant de retourner à son téléphone. Nerveuse? Je réfléchis, c'est tout, ai-je dit. Eh bien, ressaisis-toi, a-t-il dit en tapant un SMS. J'ai besoin que tu sois présente. Souris. Ris aux blagues du patron. Ne parle pas de travail. Sois juste charmante. Légère, ai-je répété. Je peux être légère. Nous sommes arrivés au restaurant. C'était un espace immense et tamisé qui sentait la truffe et le gin coûteux. L'hôte nous a conduits à une longue table nappée de blanc au centre de la salle, la place d'honneur. Les collègues de Caleb étaient déjà là, un cercle de requins en costumes italiens. Caleb a activé son charme instantanément. Il a serré des mains. Il a tapé dans le dos. Il a embrassé des joues. Il m'a présenté comme « ma moitié », avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai joué mon rôle. J'ai serré les mains. J'ai souri. J'ai accepté un verre de chardonnay et j'en ai pris une gorgée, laissant le liquide frais effacer le goût de sa trahison. Nous nous sommes assis. J'étais assise à la gauche de Caleb. À sa droite se trouvait le vice-président, un homme nommé Arthur, doté d'une voix tonitruante et d'une réputation de cruauté. Plus loin à la table, j'ai repéré Sienna Ward. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec des traits acérés et des yeux vigilants. Elle m'a regardé une fois, puis a rapidement détourné les yeux, la culpabilité émanant d'elle comme des ondes de chaleur. Le dîner a été un flot de plats que je n'ai pas goûté. Je me suis concentré sur le rythme de la conversation. Elle était entièrement centrée sur Caleb. Il racontait des histoires sur la conclusion de gros contrats, sur la navigation dans les changements du marché. Dans chaque histoire, il était le héros solitaire. Il effaçait l'équipe qui avait analysé les chiffres. Il effaçait les nuits où j'étais resté éveillé pour l'aider à mettre en forme ses présentations. Il m'effaçait. J'étais un fantôme à mon propre festin funéraire. Au moment où le dessert est arrivé, le vin coulait librement depuis 2 heures. Caleb était adossé à sa chaise, le visage rouge et expansif. La tension dans l'air m'était palpable, mais invisible pour tous les autres. Arthur, le vice-président, a fait teinter sa cuillère contre son verre. À Caleb, a tonné Arthur, levant un verre de scotch. L'homme de l'heure. Tu as fait du bon travail, fiston. Nous attendons de grandes choses de la région ouest. Merci, Arthur, a dit Caleb, savourant la gloire. Je ne vous décevrai pas. Vous savez, est intervenu un collègue en face, un homme à la cravate desserrée et au sourire négligé, on dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Alexis doit avoir la patience d'une sainte pour supporter ton emploi du temps. La table a ri poliment. Je suis resté parfaitement immobile, les mains jointes sur mes genoux. Caleb a fait tourner son vin, regardant le liquide sombre. Il a souri, mais c'était un sourire tordu et arrogant. Honnêtement, a dit Caleb, assez fort pour que toute la table l'entende, je me suis marié jeune 24 ans. On croit savoir ce qu'on veut, mais on n'est qu'un gamin. Si je devais choisir à nouveau, je ferais beaucoup de choses différemment. L'atmosphère à la table a changé. C'était un commentaire maladroit et blessant. Arthur a ri, essayant de combler le vide. Y comprit-elle? Il m'a désigné de son verre. Caleb ne m'a pas regardé. Il a regardé Sienna plus loin à la table. Puis il a regardé son patron. Il a eu un rictus, un geste d'ego pur et non filtré. Disons simplement, a dit Caleb, la voix dégoulinante de condescendance, que j'ai beaucoup appris. Je sais ce que je cherche maintenant. Le silence qui a suivi a été bref, rapidement couvert par des rires nerveux et le cliquetis des couverts. Mais je l'ai entendu. J'ai entendu la porte se refermer sur 10 ans de ma vie. Il l'avait fait. Il m'avait désavoué publiquement. Il avait dit à une table remplie de ses pairs que j'étais une épouse de départ, une erreur dont il avait tiré les leçons. Je l'ai regardé. Il ne me regardait pas, il regardait l'assemblée, attendant leur approbation, attendant qu'il valide sa cruauté comme une forme de sagesse. J'ai senti quelque chose s'enclencher au milieu de ma poitrine. C'était le son d'une serrure qui s'ouvre. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais complètement et absolument libre. J'ai regardé la serviette sur mes genoux. C'était du linge blanc, impeccable et propre. Je l'ai ramassé. Mon mouvement était lent, délibéré. Je ne me précipitais pas.
Je ne fuyais pas. J'avais simplement fini. Le temps de l'écoute était terminé. Le temps du départ était arrivé. Le rire qui a suivi le commentaire de Caleb n'a pas été un éclat, c'était une chose nerveuse et fuyante qui s'est déplacée autour de la table comme une boisson renversée que tout le monde essayait d'éviter de piétiner. Caleb s'est adossé, satisfait de sa performance, faisant tourner la lie de son cabernet. Il a confondu le silence gêné avec de la révérence. Il pensait avoir livré un moment de profonde vulnérabilité plutôt qu'une amputation publique de la dignité de sa femme. Arthur, le vice-président, s'est raclé la gorge, essayant manifestement de ramener le navire vers des eaux plus sûres. Il a levé son verre, la glace cliquetant doucement contre le cristal. Aux deuxième chance, a dit Arthur, la voix tonnant un peu trop fort. Et à la croissance dans les affaires comme dans la vie. Quelqu'un a fait l'écho au toast, à la croissance. J'ai regardé Caleb lever son verre. Il souriait. Il buvait à une deuxième chance. Il pensait être sur le point d'en voler une, ignorant totalement que j'avais déjà pris la mienne. À cet instant précis, j'ai ressenti une sensation physique au centre de ma poitrine. Ce n'était pas une cassure, c'était un déclic. C'était le son d'un verrou mécanique qui s'engage, le dernier cran qui tombe en place. Pendant des années, j'avais écrit dans des journaux et murmuré en thérapie à propos de « lignes tracées dans le sable ». Je m'étais promis qu'il y avait une limite à l'effacement que je supporterais. Et ici, sous l'éclairage ambré d'un restaurant 5 étoiles, entouré de gens qui signaient ses chèques de paie, Caleb n'avait pas seulement franchi la ligne, il avait dansé par-dessus. Il l'avait fait sans hésitation. Il l'avait fait pour faire rire. Je l'ai regardé une dernière fois. J'ai étudié la courbe de sa mâchoire, la coupe coûteuse de son costume, l'inclinaison arrogante de sa tête. J'ai réalisé avec une clarté saisissante que je ne ressentais absolument rien pour lui. La colère était partie. La blessure était partie. L'amour était parti depuis longtemps. Tout ce qu'il restait, c'était la logistique du départ. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ramassé mon verre de vin pour le jeter. J'ai simplement tendu la main vers ma serviette. C'était un lourd carré de linge blanc, empesé à la perfection. Je l'ai déplié de mes genoux, j'ai lissé les plis du plat de la main, et je l'ai plié en un rectangle net et précis. Je l'ai posé sur la table à gauche de mon assiette, en alignant le bord avec les couverts. Le mouvement était si petit, si domestique, que personne n'a cessé de parler. Caleb était occupé à écouter l'homme en face de lui parler de part de marché. Il ne m'a même pas regardé. J'ai posé mes mains sur le bord de la table et j'ai repoussé ma chaise. Le mouvement était fluide, coulant. Je me suis levé. Caleb a alors levé les yeux, distrait. « Toilette » a-t-il demandé, articulant à peine le mot, se tournant déjà vers son public. Je n'ai pas répondu. J'ai plongé la main dans ma petite pochette noire. Mes doigts ont effleuré le papier frais et lisse de l'enveloppe que j'avais portée avec moi toute la soirée. Elle était mince, à peine un demi-centimètre d'épaisseur. Elle ne ressemblait pas à une arme, elle ressemblait à un mot de remerciement. Je l'ai fait glisser. Je ne la lui ai pas tendue. Cela aurait nécessité un contact. Cela aurait nécessité une reconnaissance. Au lieu de cela, je l'ai posée tranquillement sur la nappe blanche, juste à côté de son assiette à pain. Le blanc éclatant du papier se fondait dans la masse, mais le texte noir en gras en haut était impossible à rater, demande de dissolution de mariage. Demanderesse, Alexis Barnes. Défendeur, Caleb Mercé. J'ai vu ses yeux se diriger vers le mouvement, captant la forme blanche dans sa vision périphérique, mais son cerveau n'avait pas encore enregistré ce que c'était. Il souriait toujours à Arthur. Je lui ai tourné le dos. Je n'ai pas regardé Sienna Ward plus loin à la table. Je savais qu'elle regardait, probablement confuse par mon départ soudain. Je m'en fichais. Elle n'était pas une rivale, elle était simplement la prochaine personne sur la liste pour le genre spécifique de solitude que Caleb fabriquait. Je ne lui devais pas un regard noir, et je ne lui devais certainement pas d'avertissement. J'ai commencé à marcher. Le tapis au jardin était épais, un velours moelleux destiné à étouffer le bruit des chariots de service et des pas. Il a englouti le son de mes talons. Je traversais le restaurant comme un fantôme. Je pouvais sentir les regards des autres dîneurs sur moi, une femme en robe noire marchant seule au milieu d'une mer de couple, mais leur curiosité me semblait lointaine, comme si je regardais un film à travers une fenêtre embuée. Je suis passé devant la station du sommelier. Je suis passé devant une table où un couple se fiançait.
Je suis passé devant le vestiaire. En passant devant le lombard en acajou près de l'entrée, j'ai senti une vibration fantôme dans ma pochette. Je n'avais pas besoin de vérifier mon téléphone pour savoir ce que c'était. J'avais programmé les emails pour exactement 20h45. Quelque part dans le cloud, un message arrivait dans la boîte de réception de Marlène, confirmant que le « dépôt » avait été fait. Quelque part ailleurs, un email frappait la boîte de réception de la directrice des ressources humaines de Brightward Systems. C'était une notification polie et factuelle indiquant que, suite à une séparation légale, je me retirais en tant que contact d'urgence pour Caleb Mercé, avec effet immédiat, et que toute correspondance future concernant les avantages sociaux devait lui être adressée. Et dans les boîtes de réception de ma mère, de ma sœur et de Talia, un message simple arrivait, « Je suis parti. Je suis en sécurité. Je vous appellerai quand je serai prête. » Le monde numérique se réalignait pour correspondre à ma réalité. J'ai atteint les lourdes portes vitrées de l'entrée. Le maître d'hôtel m'a souri en tendant la main pour ouvrir la porte. Déjà sur le départ, « Madame » a-t-il demandé aimablement. « Oui » ai-je dit. Ma voix était claire. C'était la première fois que je parlais en 10 minutes, et elle résonnait comme une cloche. J'ai un autre endroit où être. Derrière moi, le bruit ambiant du restaurant a changé. C'était une perturbation subtile au début, une ride sur les temps. Puis est venu le son que j'attendais. C'était le grincement rauque et strident d'une lourde chaise en bois repoussée violemment contre le sol, le bruit déchirant le murmure poli des conversations de dîner. Alexis. La voix de Caleb s'est élevée au-dessus du vacarme. Ce n'était pas la voix de baryton fluide du directeur de la croissance régionale. Elle était perçante, montée dans les aigus par une panique soudaine et désorientante. Alexis, qu'est-ce que tu fais? Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas fait de pause. J'ai franchi la porte ouverte pour entrer dans l'air frais de la nuit. Derrière moi, j'ai entendu le tumulte s'intensifier. J'ai entendu les murmures confus du vice-président et des clients. Je pouvais parfaitement imaginer la scène, Caleb fixant le document à côté de son assiette, les lettres grasses brûlant ses rétines, la réalisation s'abattant sur lui que son « choix sûr » venait de faire exploser son monde entier dans un silence total. « Alexis » criait-il maintenant. Il faisait une scène. L'homme qui se souciait plus de l'image que de l'oxygène causait un spectacle dans le plus beau restaurant de la ville. J'ai marché jusqu'au trottoir. Le valet était déjà là, tenant la porte de ma voiture ouverte, exactement comme je l'avais payé 20 $ pour le faire à mon arrivée, en lui demandant de la garder à proximité. Je me suis glissé sur le siège du conducteur. Le cuir était froid. J'ai fermé la porte. Le bruit sourd et lourd a scellé le bruit du restaurant, les cris, les questions, le fracas de son ego. À l'intérieur de la voiture, c'était le calme. Il n'y avait que moi et le ronronnement du moteur. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur pour voir s'il avait couru sur le trottoir. Je ne voulais pas voir son visage. Je savais à quoi il ressemblait à celui d'un homme qui venait de réaliser que les meubles qu'il tenait pour acquis avaient des jambes, et qu'ils étaient partis avec le plancher. J'ai passé la marche avant et j'ai quitté le trottoir, m'insérant dans le flux de la circulation juste un autre feu arrière rouge dans la ville, disparaissant dans l'obscurité. Mes mains n'ont commencé à trembler que lorsque j'ai été à 3 pâtés de maison du restaurant. C'était une réponse physiologique retardée, l'adrénaline s'écrasant enfin sur la réalité de ce que je venais de faire. J'ai garé le SUV dans le parking vide d'un pressing fermé. J'ai mis la voiture sur « Parc » et j'ai serré le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je me suis forcé à respirer, inspirer par le nez pendant 4 secondes, retenir pendant 7, expirer par la bouche pendant 8. C'était la technique que j'utilisais pour me calmer avant d'entrer dans la maison pour affronter les humeurs de Caleb. Maintenant, je l'utilisais pour célébrer le fait de les avoir laissés derrière moi. Après 2 minutes, les tremblements ont cessé. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. La femme qui me regardait n'était pas terrifiée. Elle était d'une lucidité exaltante et terrifiante. J'ai remis la voiture en marche. Je ne me suis pas dirigé vers le lotissement soigné avec la maison coloniale et les comptoirs en granit. J'ai conduit vers le quartier des entrepôts, vers la lisière industrielle et brute de la ville où les lampadaires bourdonnaient à une fréquence différente. Je me suis garé à la place réservée à l'unité 4B. Le bâtiment était une ancienne usine de briques convertie en loft. Il sentait la pluie et le béton. C'était l'odeur d'une page blanche. J'ai monté les 3 étages à pied parce que je ne voulais pas attendre l'ascenseur.
Quand j'ai déverrouillé la porte du studio, l'air à l'intérieur était immobile et frais. Talia et moi l'avions bien préparé. Il y avait un canapé gris, une table en bois solide et un lit avec des draps blancs propres. C'était petit. C'était dépouillé. C'était parfait. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Ce simple clic mécanique était le son le plus satisfaisant que j'ai entendu en 10 ans. Je me suis approché de l'îlot de cuisine et j'ai enlevé mon Apple Watch. C'était le cadeau d'anniversaire de Caleb il y a 3 ans, principalement pour qu'il puisse suivre ma position et s'assurer que j'étais toujours joignable. Je l'ai éteinte. L'écran est devenu noir. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette. J'ai désactivé les services de partage de position que j'avais accepté de garder activés pour ma sécurité. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Je ne voulais pas encore voir les retombées. Je voulais exister dans l'œil du cyclone pendant juste 1 heure. Je me suis versé un verre d'eau du robinet et je l'ai bu. Debout au milieu de la pièce, j'ai écouté les bruits de l'immeuble, une sirène lointaine, le murmure d'une télévision à travers le mur, le cliquetis du radiateur. C'étaient les sons de ma nouvelle vie. Après exactement 60 minutes, je suis retourné au comptoir et j'ai retourné le téléphone. L'écran était un kaléidoscope de notifications. Il y avait 14 appels manqués de Caleb, 7 messages vocaux et une série de messages textes qui peignaient le portrait d'un homme traversant les 5 étapes du deuil en succession rapide, sautant entièrement l'acceptation. Le premier message, envoyé 4 minutes après mon départ, « Alexis, où es-tu passé ? Ce n'est pas drôle. » Le deuxième, 10 minutes plus tard, « Tu me fous la honte. Arthur demande si tu es malade. Reviens ici tout de suite. » Le troisième, 20 minutes plus tard, quand la colère a pris le dessus, « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu as laissé un document juridique sur la table. Es-tu folle ? As-tu la moindre idée de ce que tu viens de me coûter ? Et puis l'inévitable pivot vers la panique, envoyé il y a juste 5 minutes, on peut en parler. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de dingue. Décroche, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je les ai lus avec un intérêt détaché, clinique, comme un scientifique observant un spécimen au microscope. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il n'a pas demandé si j'étais en sécurité. Il n'a pas demandé pourquoi j'avais mal. Il s'inquiétait pour Arthur. Il s'inquiétait du « coup ». Il s'inquiétait de la « femme folle » qui gâchait son scénario. Je n'ai pas répondu. J'ai fait défiler son nom pour voir les autres messages. Il y en avait un de Talia, « Je suis fier de toi. Je suis là. Le téléphone est sur sonnerie si tu as besoin de moi. » Il y avait un email de Marlène. L'objet était simplement « Signification confirmée. » Alexis, disait l'email, je confirme simplement que l'huissier a intercepté Caleb dans le hall du restaurant alors qu'il essayait de te suivre. Il a été officiellement signifié. L'horodatage est 20h52. Toute tentative de sa part de prétendre à un abandon est désormais nulle et non avenue car la séparation a été légalement initiée avant qu'il ne puisse signaler une disparition ou prétendre que tu as déserté le domicile conjugal sans motif. Tu es tranquille. Essaie de dormir. Puis il y avait un message d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. C'était l'épouse d'un des collègues de Caleb, une femme nommée Linda, à côté de qui j'avais été assise lors de 3 fêtes de Noël consécutives. Alexis, disait le texte, je t'ai vu partir. J'ai vu le papier. Je veux juste que tu saches, bravo à toi. Nous avons tous entendu la blague qu'il a faite. Nous l'avons déjà entendu la faire auparavant. Tu mérites mieux. Si tu as besoin d'un témoin de moralité, appelle-moi. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, pas de tristesse, mais de la soudaine et écrasante validation que je n'avais pas été folle toutes ces années. Je n'avais pas été hypersensible. J'avais été observatrice. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas bloqué Caleb, pas encore. J'avais besoin de ces messages pour le dossier de preuve. Mais j'ai mis la discussion en sourdine. J'ai apporté ma valise dans le salon et je l'ai ouverte. Je n'avais pas grand-chose. J'avais 3 jours de vêtements, mes articles de toilette et l'ordinateur portable. Mais au fond du sac, enveloppé dans une écharpe en soie, se trouvait la photo encadrée que j'avais prise sur la cheminée. C'était une photo de moi à 23 ans, prise lors d'une randonnée avec Talia, 6 mois avant de rencontrer Caleb. Mes cheveux étaient ébouriffés par le vent. Je ne portais pas de maquillage. Je riais de quelque chose derrière l'appareil, les yeux plissés,
la bouche grande ouverte. J'ai regardé cette fille. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air entière. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas besoin d'un homme pour lui dire qu'elle était un être humain valable. J'ai posé la photo sur la petite table en bois. Je suis de retour, lui ai-je chuchoté. Je me suis assise en tailleur sur le sol. Le parquet était dur sous mes jambes, mais cela me donnait une sensation d'ancrage. J'ai sorti mon journal du sac, le même carnet usé où j'avais écrit mon ultimatum il y a des années. Je l'ai ouvert à une page blanche. Le papier était lisse et blanc, attendant un nouveau récit. Mon téléphone a encore vibré sur le comptoir. Un autre appel de Caleb. Une autre tentative désespérée de reprendre le contrôle. J'ai laissé sonner. J'ai laissé vibrer contre le stratifié jusqu'à ce que ça s'arrête, s'abandonnant à la messagerie vocale que je n'écouterai pas. J'ai débouché mon stylo. Ma main était stable. J'ai écrit la date en haut de la page. Puis j'ai écrit 2 phrases, mon mari a dit qu'il ne me choisirait plus jamais. Ce soir, pour la première fois, je me suis choisi, et je ne lui devais pas un seul mot. J'ai fermé le carnet. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons de l'air du studio. Il avait un goût de carton et de poussière, et c'était l'oxygène le plus doux que j'ai jamais respiré. J'étais seul, je recommençais à zéro avec rien d'autre qu'une valise et une sous-location, et je ne m'étais jamais senti aussi riche. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous en partageant votre localisation et vos réflexions sur la décision d'Alexis.